Eh bien, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Donc oui, effectivement, je suis historien. Alors, le petit texte de présentation et l'intitulé de la séance de ce soir, en fait, je ne veux pas parler tout à fait de ça. Bon, je sais pas, ça doit arriver souvent que les intervenants ne parlent pas de ce dont ils étaient censés parler. C'est assez classique, je crois. Mais c'est vrai que j'ai été invité, j'ai été contacté il y a près d'un an, ça remonte à au moins un an, par le patronage laïque Jules Vallès, que je ne connaissais pas. Moi, je viens de Dijon. Mais je ne connaissais pas le patronage laïque Jules Vallès, mais je suis un grand fan de Jules Vallès comme écrivain, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc j'ai accepté un peu naïvement. Et l'invitation, c'était que cette conférence devait s'inscrire dans un cycle de conférences sur la thématique Quel avenir pour la science. Donc le mot de science est central. D'ailleurs, dans le petit résumé de la conférence que j'ai pas écrit, mais qui était très bien, hein, il n'y a pas de souci, mais que j'ai pas vraiment écrit. Et c'est pas tout à fait de ça dont je vais parler, parce que de toute façon, est-ce que la technique, c'est pareil que la science, progrès technique, progrès scientifique, progrès, toutes ces grandes catégories un peu floues. Évidemment, en 1 heure, je ne vais pas vous faire une histoire du progrès technologique ou du progrès scientifique ou du progrès tout court, parce que c'est pas possible, parce que le sujet est vaste. Je vais essayer juste de revenir sur quelques-unes de ces notions en historien. Alors en plus, je dois parler du passé et de l'avenir, puisque ma conférence doit aussi ouvrir sur une prospective sur le futur. C'est toujours amusant d'inviter un historien spécialiste du 19e siècle pour parler du futur. Mais pourquoi pas? C'est pas forcément absurde, parce qu'on voit que la façon dont on imaginait le futur aussi dans le passé est toujours une manière de relativiser la façon dont on imagine le futur dans le présent. Parce qu'il y a des jeux de temporalité qui sont toujours assez vertigineux. Donc, donc je vais revenir sur cette question du progrès. Progrès, ça fait partie de ces mots valises qu'on emploie tout le temps, qui saturent nos imaginaires, nos représentations collectives, qui sont quasiment peu questionnées parce qu'ils apparaissent comme évidents. On sait tous ce que c'est le progrès. Et en fait, ça fait vraiment partie de ces mots qui sont à la fois les plus flous, les plus abstraits et presque les plus vides du langage contemporain. Donc je ne vais pas me prononcer sur cette vaste catégorie métaphysique du progrès en philosophe ou en métaphysicien, mais je vais revenir en historien sur les usages qu'on a fait de cette notion, sur l'évolution de ses significations, sur comment cette notion a été prise dans les sociétés, dans toute une série de débats, pour essayer de mettre à distance un peu certains des débats contemporains, puisque cette notion de progrès continue de saturer notre actualité. Notre président de la République est le défenseur d'une relance du progrès. Hier, j'écoutais à la radio un éditorialiste bien connu de la matinale de France Inter qui disait que la France serait contre le progrès technologique. C'est l'un des problèmes de la France, je ne sais pas si vous le saviez, que la France était contre le progrès technologique. Bon, ça ne veut strictement rien dire, comme beaucoup de choses qu'on entend comme ça. Donc la France est à la fois contre le progrès technologique, mais en même temps, la France est devenue la Startup Nation, c'est-à-dire, donc dans la novlangue actuelle, la nation qui doit être à l'avant-garde du progrès technologique. Donc bon, alors là, on manipule toute une série de grandes notions qui sont quand même assez floues, et parfois, enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à voir à quoi tout ça fait référence précisément. Donc, très modestement, très modestement, je vais juste proposer un petit retour en arrière sur comment se sont constitués ces débats qui continuent en fait d'exister de façon assez proche de la façon dont ils se sont posés historiquement. Comment s'est inventée cette notion de progrès technique, comment elle est devenue une évidence, et tellement une évidence qu'elle n'est plus questionnée, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces catégories. Donc voilà, je vais vous proposer une sorte de petit détour, pas de côté historique, parce que je suis historien, donc c'est mon travail de faire des pas de côté historiques, en essayant d'interroger ces notions pour voir comment les hommes du passé l'ont appréhendé, l'ont pensé, et surtout comment cette notion, en fait, comme toutes les notions et comme toutes les catégories qu'on emploie et qui façonnent notre présent et qui orientent aussi notre futur, elles ont une histoire. On n'a pas toujours pensé le progrès de la même manière. Ces notions, en fait, elles ont profondément évolué, elles ont été prises dans des controverses. Donc c'est ce que je vais essayer d'évoquer. Alors, pourquoi je suis là et pourquoi je me permets de parler de ces questions si vastes, au nom de quelle légitimité je peux me permettre de vous parler de ça? C'est parce que je suis historien, et alors je ne suis pas historien du progrès, ça ne veut rien dire être historien du progrès. Je suis historien des techniques, de l'industrialisation et des débats sociaux et environnementaux qui accompagnent toutes ces questions. Donc je me suis intéressé, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Technocritique, qui revenait sur l'histoire des controverses technologiques,
sur la longue durée, enfin la longue durée depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. J'avais écrit aussi un autre bouquin qui s'appelait La contamination du monde, qui était une histoire des pollutions, une histoire, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire environnementale, c'est-à-dire une sorte de la face sombre de ce qu'on appelle le progrès. L'histoire des 2 derniers siècles a été lue longtemps comme une sorte d'émancipation à l'égard de la nature, comme la maîtrise croissante des milieux naturels qui accompagne notre puissance productive. Mais évidemment, la face sombre de tout ça, c'est ce qui surgit massivement aujourd'hui, c'est que ça se paye d'une perte de la biodiversité, d'une contamination des milieux de vie, etc. etc. C'est tout ce qu'on appelle l'histoire environnementale aujourd'hui, qui essaye de repenser le passé au prisme des interactions entre les sociétés et les milieux naturels dans lesquels ils se développent. Bon. Puis un autre bouquin qui s'appelait « On arrête parfois le progrès », qui était plus un recueil de textes un peu provocateurs. Tout est dans le titre déjà, on arrête parfois le progrès. Histoire et décroissance, qui était toute une série de réflexions autour de cette notion de progrès. Donc je vais vous proposer une rapide synthèse de ces livres en 3/4 d'heure, 1 heure, en revenant sur ce qu'on appelle le progrès et comment il s'est constitué historiquement. Alors comme toujours, il faut revenir au point de départ. Enfin, il n'y a pas de point de départ, hein. Mais il faut revenir à l'étymologie des termes et des notions. Et on peut repartir de l'étymologie du mot progrès, hein, le progrès. Du latin progressus, ça désigne la marche en avant, ça veut dire avancer. Dans un sens très neutre, hein. Et en fait le mot progrès dans ce sens-là, c'est d'abord un terme qui est utilisé dans le langage militaire pour désigner l'avance d'une armée. Le fait de progresser, ça veut dire avancer. D'ailleurs, dans l'expression quelque chose qui progresse, ça désignait en fait quelque chose de tout à fait neutre, hein. Ça désignait dans le langage militaire le fait pour une armée d'avancer durant les campagnes militaires. C'était un sens qui était assez fréquent au XVe, au XVIe siècle. Le mot progrès, donc, il est peu employé jusqu'au XVIIIe siècle. Il n'est pas doté de connotations positives particulières. Ce n'est pas l'idée d'aller vers une situation meilleure, c'est pas l'idée d'aller dans, il n'y a pas d'idée d'évolution vers une situation meilleure. C'est un terme assez neutre, hein, qui désigne le fait d'avancer. Peu à peu, au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, le terme va se charger de toute une série de significations positives et va désigner, pour les sociétés occidentales, le fait d'aller dans le sens d'une amélioration croissante de ces conditions. Et donc le progrès va être un terme qui va se charger d'une dimension positive peu à peu. Progresser, le progrès, ça désigne aller vers le mieux. Alors évidemment, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire le mieux et qu'est-ce qu'on entend par mieux. Alors au XVIIIe siècle, le mieux, ça désigne essentiellement, au siècle des Lumières, c'est le fait de progresser dans les savoirs, dans les connaissances, dans la civilisation, dans les mœurs, dans la paix entre les nations. Il n'y a pas du tout de charge, on n'identifie pas le progrès à la puissance des forces productives, on n'identifie pas le progrès au système technique, aux outils techniques permettant de produire plus efficacement pour répondre à des besoins sociaux, on n'identifie pas le progrès aux machines. Le progrès, ça désigne l'avancée des civilisations vers un horizon meilleur dans le domaine des connaissances, dans le domaine des savoirs, dans le domaine de la civilisation au sens large, c'est-à-dire de la façon dont les individus aussi se comportent entre eux et entre nations. C'est ça la notion qui domine dans un premier temps. Et donc le progrès, pour le dire rapidement, c'est un rapport au temps. C'est une certaine représentation du temps qui considère que l'avenir sera meilleur que le passé et qui se représente le temps comme une sorte de flèche qui avance vers l'amélioration. Et ça, c'est ce que les historiens ou les philosophes appellent parfois un régime d'historicité. Je ne sais pas s'il y a des philosophes dans la salle. C'est une catégorie un peu barbare. Un régime d'historicité, ça désigne la façon dont chaque société se représente sa relation au temps. Puisque la relation au temps, je ne suis pas physicien, on ne va pas parler de physique fondamentale, hein, mais la représentation au temps est une représentation sociale, une construction sociale. Les sociétés peuvent penser le temps comme étant cyclique, comme étant un éternel recommencement. On peut penser le temps aussi comme celui d'un déclin. Pendant longtemps, l'histoire était pensée comme un long déclin, une sorte de longue descente en enfer. Et l'idée de se représenter le temps, au contraire, comme une sorte d'avancée continuelle vers une amélioration, c'est une autre représentation du temps. Donc chaque société construit
un certain imaginaire, une certaine représentation du temps, représentation sociale du temps, qu'on appelle parfois un régime d'historicité. Et ça, chaque société a un régime d'historicité à cet égard. C'est-à-dire construit une sorte de représentation inconsciente, souvent non questionnée, intériorisée, de la façon dont on pense le temps. D'ailleurs, l'un des enjeux, des paradoxes et bien des problèmes de notre situation actuelle, c'est qu'on vit dans un moment de crise de ce régime d'historicité progressiste qui considérait que l'histoire était une sorte de flèche qui avançait de la barbarie vers la civilisation dans un processus continu d'amélioration, hein, ce qu'on appelait ça la civilisation, portée par l'Europe triomphante, etc. Or justement, c'est ce régime d'historicité, cette représentation du temps qui rentre en crise parce que les horizons futuristes s'assombrissent, parce que les crises environnementales et les situations sociales font que l'avenir apparaît de plus en plus comme noir. Et donc on a aujourd'hui une sorte de conflit de temporalité entre ce régime d'historicité progressiste qui perdure, qui persiste, qui est en permanence réactivé d'ailleurs, notamment dans la publicité, donc qui représente l'avenir comme une amélioration continuelle, et de l'autre côté, un régime d'historicité plus catastrophiste, porté par les enjeux environnementaux, qui imagine l'avenir comme étant plutôt une dégradation des conditions d'existence. Et la crise contemporaine est liée à cette tension croissante entre ces régimes d'historicité contradictoires qui s'affrontent en quelque sorte, qui sont parfois portés par des groupes différents, mais qui sont aussi qui nous traversent tous individuellement. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles cette question du progrès reste d'actualité. Bon, là je pars un peu en... Alors voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est comment se met en place ce nouveau régime d'historicité qu'on appelle le régime d'historicité moderne, qui considère l'histoire, l'évolution du temps, comme une amélioration continuelle, portée par une sorte d'évolution inéluctable qui irait dans le sens d'une amélioration. Et ça, jusqu'au XVIIIe siècle, hein, donc ce régime d'historicité se met en place progressivement, très lentement. Il est identifié à cette idée de progrès. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est l'époque où s'invente l'idée de progrès, hein, qui triomphe avec le texte célèbre de Condorcet à la fin du XVIIIe siècle, le mathématicien scientifique Condorcet qui propose un tableau des progrès de l'esprit humain, ou qui incarne en quelque sorte cette nouvelle représentation du temps progressiste qui s'est imposée au siècle des Lumières, mais qui n'est pas identifié encore au progrès des techniques et à la puissance des techniques. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée de progrès va se transformer, va évoluer au cours du XIXe siècle en étant de plus en plus ramenée au progrès des techniques. C'est-à-dire que le progrès dans un sens large, qui était celui de la civilisation, celui des mœurs, celui des manières de nous comporter, avec une pacification des rapports sociaux, le progrès des savoirs, va être de plus en plus résorbé, ramené, absorbé par une conception plus étroite, plus réduite du progrès, identifiée au progrès des techniques. Et c'est ça sur lequel le point que j'aimerais analyser, c'est comment cette conception large du progrès qui émerge peu à peu à l'époque moderne va être ramenée au XIXe siècle à une conception étroite et appauvrissante en fait, de cette notion de progrès, identifiée à la puissance d'un certain nombre d'équipements et d'outils techniques, notamment associés aux énergies fossiles, qui vont se développer, qui vont monter en puissance à l'époque de la révolution industrielle. Et c'est cette nouvelle conception du progrès qui va s'imposer au XIXe siècle. Alors, tout ça pour dire, donc cette notion de progrès, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette nouvelle conception du progrès qui va se caractériser à partir du XIXe siècle par son identification croissante au progrès des seules techniques, et c'est par les techniques et c'est par le progrès des techniques qu'on attend tous les autres progrès, et c'est de là, en fait, dans cette situation qu'on est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle parfois le technosolutionnisme. C'est-à-dire cette confiance exacerbée dans le progrès des équipements techniques, des infrastructures techniques, censées rendre possible tous les autres progrès, qu'ils soient sociaux, moraux, progrès de la civilisation, progrès des mœurs, progrès des savoirs, sont ramenés. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une crise dans n'importe quel domaine, on propose des solutions techniques qui sont censées résoudre les problèmes qui se posent à la société, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le technosolutionnisme. Alors cette notion de progrès, ramenée à la technique, elle est contemporaine de l'industrialisation au XIXe siècle, c'est-à-dire le changement de système technique, changement de système économique, qui va de plus en plus reposer sur la production en masse de marchandises pour répondre aux
besoins et au consumérisme croissant. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette nouvelle conception du progrès, elle naît dans un contexte de très forts conflits sociaux. De très forts conflits sociaux, notamment à l'égard de toutes les innovations techniques, toutes les machines qui apparaissent au début de l'industrialisation. Alors ça, c'est un point, premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est-à-dire que au début du 19e siècle, le changement technique fait l'objet d'énormément de débats, d'interrogations. C'est-à-dire que l'idée que le changement technique est nécessairement un progrès ne va pas de soi. L'idée que l'invention d'une nouvelle machine plus productive, permettant d'accroître la productivité du travail ou la puissance de la production, cette idée que ces machines-là sont un progrès ne va pas de soi du tout. Et d'ailleurs, il y a énormément de débats, de controverses, de conflits durant toute la première moitié du 19e siècle. Par exemple, et notamment des conflits dans les mondes du travail, dans les communautés ouvrières, des conflits parfois vifs. Entre les années 1800 et les années 1850, on a une série de doutes qui s'expriment dans des milieux sociaux très divers à l'égard des bienfaits de ces nouvelles machines qui commencent à être présentées comme la manifestation du progrès des sciences et des techniques, comme la manifestation dans la société du progrès en actes qui s'énonce dans cette puissance productive croissante donnée par les machines qui permettent de produire, de se déplacer, d'échanger, de réaliser toute une série d'actions de façon beaucoup plus efficace, rapide et puissante. Or, ce nouveau progrès technique suscite plein de débats. Alors, je vais juste prendre quelques exemples rapidement pour illustrer ça, on pourra y revenir. Mais par exemple, l'une des premières grandes machines automatiques qui permet de remplacer les ouvriers dans l'industrie textile et qui va susciter énormément de débats durant 30 ans dans les années 1800-1830, c'est ce qu'on appelle la tondeuse de drap. Alors attention, ce n'est pas la tondeuse pour tondre la laine des moutons, c'est la tondeuse de drap. C'est-à-dire dans l'industrie textile, c'est une machine qui permet, une fois que vous avez tissé les draps, c'est une machine qui arrive à la fin du processus et qui coupe tous les fils qui dépassent pour permettre d'avoir un drap très lisse, très propre, très lustré. Et donc c'est une étape importante dans le travail. Et il y avait une communauté ouvrière qu'on appelait les tondeurs de draps, qui utilisaient des gros ciseaux et sur lesquels ils passaient à la fin du processus de production, une fois que le drap était tissé. Donc les draps, c'est des étoffes de laine. Une fois que le drap était tissé, ils passaient avec leurs gros ciseaux pour couper les fils qui dépassaient. Et dans toutes les villes industrielles d'Europe occidentale du début du 19e siècle, vous avez des communautés de tondeurs de draps qui s'occupaient, à la fin du cycle de production, de tondre les draps. Et l'une des premières opérations techniques qui va être automatisée, au sens propre, c'est-à-dire qui va être remplacée par un processus mécanique actionné par un moteur extérieur et par une machine, c'est cette opération du tondage des draps. Bien avant le filage ou le tissage, qui étaient des opérations assez complexes à mécaniser, le tondage va être mécanisé. Ça, c'est la première machine à tondre. En fait, un modèle un peu frustre. En fait, entre 1800 et 1830, vous avez des dizaines de brevets qui vont être déposés pour mécaniser cette opération technique et remplacer ces ouvriers tondeurs de draps. Notamment, donc, bon, on ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, c'est actionné par une roue, ça peut être une roue hydraulique ou une machine à vapeur qui fait fonctionner la machine. Vous avez un cadre en bois, le drap est passé dessus, et au-dessus, vous avez des espèces d'énormes ciseaux qui sont actionnés par la machine pour tondre le plus près possible le drap. Alors après, on va inventer des machines beaucoup plus efficaces avec des lames hélicoïdales circulaires qui, là, permettent de tondre les draps. C'est avant, d'ailleurs, l'invention de la tondeuse à gazon. C'est le même principe. Hein. La tondeuse à gazon sera inventée dans les années 1830-40 sur le modèle de la tondeuse mécanique de drap. Bon. Donc c'est une lame circulaire qui passe extrêmement rapidement, actionnée par un moteur extérieur pour tondre le drap et qui permet de remplacer une vingtaine d'ouvriers tondeurs de draps. Et ce qui est intéressant, donc c'est une des premières machines dans l'industrie qui a un impact social massif pour la main-d'œuvre et qui va susciter des tensions et des conflits sociaux récurrents pendant toute une génération, pendant toute une trentaine d'années, entre les années 1800 et les années 1830, avec même des émeutes ouvrières contre ces machines, avec toute une série de conflits en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Et c'est aussi l'une des premières machines qui va être produite de façon industrielle, en série, par l'industriel de Liège, en Belgique, qui s'appelait Cockerill, et qui va fabriquer ces machines pour les diffuser dans toutes les places lainières européennes. Et cette machine va initier un énorme débat sur l'impact du progrès technique, sur le rôle des machines pour la main-d'œuvre et sur les conséquences sociales du changement technique. Alors, je vous ai mis un petit rapport de la première arrivée de cette machine. C'est un rapport d'un fabricant qui écrit au ministre de l'Intérieur en disant
L'introduction de cette machine mettrait à la fois un terme à l'esprit séditieux des tondeurs et rendrait les fabricants en état de fournir les produits de leur industrie à des prix aussi modiques que ceux des étoffes anglaises. Il y a deux justifications à l'introduction de cette innovation technique. Domestiquer la main-d'œuvre particulièrement turbulente et diminuer les coûts de production pour rivaliser avec le concurrent britannique qui a commencé déjà à adopter cette machine et qui inonde le marché européen avec ses biens à meilleur marché. Et aussi diminuer, mettre un terme à l'esprit séditieux des tondeurs. Parce que les tondeurs de draps, il faut le dire, c'était des ouvriers qui étaient bien payés, qui passaient leur temps à faire grève et qui emmerdaient énormément les industriels du textile, parce que quand ils faisaient grève, tout le cycle de production était arrêté, on ne pouvait pas commercialiser les marchandises. Et tout au long du XVIIIe siècle, vous avez des conflits dans les villes textiles de tondeurs de draps, et ça devient une obsession d'éliminer ces tondeurs de draps. Donc il y a une dimension politique et évidemment économique à l'invention de cette machine, comme toujours dans les procédés industriels. Il s'agit à la fois de contrôler la main-d'œuvre, de modifier, de réorganiser la main-d'œuvre, mais aussi, évidemment, de diminuer les coûts de production dans une logique de compétition qui s'avive. Le problème avec cette machine, c'est qu'il dit, le problème c'est, mais la terreur qu'inspirent les ouvriers, la crainte fondée de les voir se livrer aux derniers et plus coupables excès, si quelques particuliers tentaient l'introduction de la mécanique, en empêcheront de bien longtemps l'usage à Sedan. Donc c'est un rapport d'un fabricant qui se rend à Sedan, qui était l'une des grandes villes textiles lainières au début du 19e siècle. Et il fait son rapport au ministre de l'Intérieur en disant, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait introduire cette machine, mais si on l'introduit, ça va être le bazar. Les ouvriers vont se soulever, ils vont mettre un bazar pas possible. On ne peut pas introduire cette machine, à moins que le gouvernement n'intervienne. Et il serait digne de vous, citoyen ministre, de fixer son attention sur ce point. Et ce représentant, ce fabricant, demande que le gouvernement intervienne pour installer les machines malgré l'insubordination de la main-d'œuvre. Parce qu'il va y avoir insubordination pendant une vingtaine d'années. Lorsque cette machine est introduite dans différentes villes lainières, ça va donner naissance à des conflits, parfois à des violences. En Angleterre, notamment, c'est autour de cette machine qu'ont lieu ce qu'on appelle le ludisme. Alors, la dame qui a introduit, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. La dame qui a introduit la conférence a dit que j'avais travaillé sur le ludisme quand j'étais plus jeune. Effectivement, le ludisme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous n'avez jamais entendu le mot? Voilà, si je me lance là-dedans, je vais faire toute la conférence là-dessus, donc on n'est pas... Non, mais le ludisme, c'est un mouvement. Alors, c'est peu connu en France, c'est extrêmement connu en Angleterre, puisqu'en Angleterre, c'est considéré comme le point de naissance de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est des grandes révoltes ouvrières qui ont eu lieu dans les comtés textiles du nord de l'Angleterre, dans le Lancashire, dans le Yorkshire, dans les années 1811-1812, au cours desquelles des ouvriers, du textile notamment, ont incendié des usines, ont détruit des métiers textiles, des machines, ce qui a conduit à une grande peur en Angleterre, même à l'adoption au Parlement britannique d'une loi condamnant le bris de métier à la peine capitale. Des ouvriers vont être pendus, des dizaines de milliers de soldats vont être envoyés dans les comtés textiles pour rétablir l'ordre. Et c'est des violences complexes qui tiennent à de multiples facteurs. C'est à la fois des émeutes de la faim, des revendications salariales, mais aussi des mouvements qui tiennent à un moment où les industriels britanniques accélèrent la mécanisation et introduisent des machines à filer et des machines à tondre les draps dans les usines, dans un contexte marqué aussi par le manque de bras, parce qu'on est en pleine guerre avec Napoléon, et beaucoup d'ouvriers sont mobilisés par l'armée, les industriels du Nord ont besoin de produire et en même temps manquent de bras, ce qui pousse à introduire des innovations techniques, mais ce qui suscite en retour toute une série de conflits sociaux. Là, vous avez par exemple une petite affiche qui était apposée dans les villes lainières du nord de l'Angleterre, avec des récompenses pour ceux qui livreraient les briseurs de métiers poursuivis par la justice. Là, vous avez une carte représentant la diffusion de ces conflits dans les zones textiles du nord de l'Angleterre. Et là, vous avez une représentation en fait postérieure montrant deux ouvriers, parce qu'on n'a pas d'image de 1811-1812 montrant ces ouvriers ludites. Alors, on appelle ça les révoltes ludites. Pourquoi ludites? Parce qu'en fait, alors, deux mots, parce que tout ça, ça vient d'un personnage mythique, c'est un peu comme Robin des Bois, c'est Ned Ludd, qui était le général Ludd ou le roi Ludd, parce que les ouvriers envoyaient des lettres de menace aux fabricants en leur disant « si vous abandonnez pas vos machines, on va tout détruire au nom du général Ludd ou du roi Ludd ». C'était une stratégie en fait pour faire croire que derrière ces révoltes, il y avait une sorte d'organisation structurée, cohérente. Et les autorités britanniques ont cru que la Grande-Bretagne était au bord de la guerre civile et au bord du renversement. En plus, on est juste après la Révolution française, où il y a une grande peur dans les élites britanniques de la diffusion des mouvements révolutionnaires continentaux. Bon, tout ça fait que, dans un contexte très particulier,
Et Ned Ludd, c'est un mythe, il n'existe pas, c'est une figure mythologique qui a été utilisée en fait dans un certain endroit, et c'est la presse qui a relayé, du coup les ouvriers des autres endroits ont repris le même nom, ce qui a fait croire aux autorités qu'en fait, il y avait un mouvement coordonné avec un chef. Évidemment, quand vous avez un mouvement coordonné avec un chef, ça fait beaucoup plus peur que quand vous avez des conflits ou des émeutes dispersées et sans véritablement de lien ou de relation entre elles. Donc il y a une grande peur, et c'est devenu le mouvement qu'on appelle le mouvement luddite, et qui est devenu proverbial, et même le mot ludisme en Angleterre au XIXe siècle est devenu synonyme de résistance ouvrière au progrès technique, et connoté négativement, comme le symbole d'une sorte de barbarie populaire qui s'opposerait au progrès. Et en Angleterre, au XXe siècle, quand on vous dit vous êtes un luddite, c'était une insulte, ça veut dire que vous étiez un peu demeuré et vous ne compreniez pas le sens du progrès et vous vous opposiez aux saines innovations. Alors, mais en fait, ce type de conflit, on le trouve régulièrement. Bon, quand les tondeuses mécaniques de draps arrivent aussi en France, un peu après, dans les années 1819, vous avez toute une série d'émeutes contre ces tondeuses. Par exemple, à Vienne, dans l'Isère, en 1819, il y a un fabricant qui introduit une tondeuse mécanique, pas tout à fait le modèle que j'ai montré, mais un modèle plus perfectionné, et elle est escortée par une troupe de gendarmerie parce que les ouvriers avaient annoncé, lorsque le fabricant avait annoncé qu'il allait acheter la machine, que si la machine arrivait dans la ville, ils allaient tout détruire. Du coup, le préfet a fait accompagner la machine par la gendarmerie, mais il n'y avait pas assez de gendarmes, et il y a eu une insurrection dans la ville, et la machine s'est retrouvée à la rivière, détruite. Et ce type de conflit est assez récurrent. On le trouve dans les années 1830. Alors, un dernier exemple que j'aime particulièrement, qui est particulièrement intéressant parce qu'il va cristalliser tout un débat sur ce qu'on appelle progrès et sur la question du progrès, c'est autour des imprimeurs typographes. En 1830, il y a à Paris, au lendemain de la Révolution de juillet 1830, vous avez des cortèges d'ouvriers typographes, donc les ouvriers chargés d'imprimer les livres, qui se rendent en cortège pour aller détruire les nouvelles presses mécaniques à vapeur qui venaient d'être introduites dans les ateliers de l'imprimerie nationale, qui avait acheté quelques mois avant des machines d'origine anglaise, donc des presses mécaniques à vapeur, donc qui étaient actionnées par une machine à vapeur, qui avait une productivité beaucoup plus importante. Jusqu'en 1830, on travaillait globalement toujours avec des machines à imprimer qui étaient celles inventées par Gutenberg, même si en réalité les pratiques et les techniques avaient beaucoup changé depuis l'époque de Gutenberg, notamment parce que les machines n'étaient plus en bois mais en acier, leur construction était beaucoup plus efficace, solide, mais en gros c'était toujours celui qu'on appelait le pressier qui imprimait manuellement pour imprimer les pages. Et on invente à la fin des années 1820 une machine avec un cylindre actionné par une machine à vapeur qui permet d'imprimer à un rythme considérablement plus important des pages, et notamment les pages des journaux, puisque c'est l'époque où la presse se développe, et donc il faut des capacités de production beaucoup plus importantes. Or, cette machine, elle est introduite en 1830, en pleine crise économique, où près d'un tiers de la main-d'œuvre des ateliers de typographie parisiens sont au chômage et sans travail. Et les ouvriers envoient des tas de pétitions, se plaignent dans la presse en disant mais c'est pas possible d'introduire ces machines au moment où une grande partie de la main-d'œuvre est déjà sans emploi. Employés, on verra plus tard si on peut utiliser cette machine, mais pas dans la conjoncture. Ça, c'est une émeute qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'elle a lieu juste après la Révolution de juillet 1830, qui renverse la monarchie des Bourbons, et donc cette révolution libérale qui s'est faite au nom de la liberté de la presse, par ailleurs. Puisqu'en 1830, s'il y a eu la Révolution, c'est parce que le roi Charles X a interdit, a instauré la censure, a mis en place une restriction très forte à la liberté de la presse. Et donc les élites ont du mal à comprendre, parce que c'est les ouvriers typographes qui ont été à l'origine de la Révolution. Et en même temps, en détruisant les presses mécaniques, on les accuse de vouloir freiner la diffusion de l'imprimerie, la diffusion des imprimés, en s'opposant à un procédé technique qui est censé améliorer la démocratisation de l'imprimé. D'ailleurs, vous avez même des gravures à l'époque qui se moquent des imprimeurs typographes. C'est une gravure publiée peu après cet événement à la fin de juillet 1830. Donc, ça, c'est une gravure de l'automne 1830. Vous voyez sur un défilé. Sur la bannière, il y a marqué « Plus de tournebroche mécanique ou la mort ». Et le titre de la gravure, c'est « Nouvelle interprétation de l'article 14, la charte prohibe les tournebroches mécaniques ». Alors pourquoi, en deux mots, la référence, c'est que les ouvriers typographes utilisaient un article de la charte, c'est-à-dire de la Constitution de 1814, pour justifier leur action en disant « La charte de 1814 autorise
autorise de s'opposer à un bien privé au nom du bien public, en quelque sorte. C'est-à-dire autorise que l'État préempte, par exemple, une propriété privée en cas de nécessité publique. Ben là, l'argument, c'est que les ouvriers ont le droit de s'opposer à ces machines au nom du bien public. Au nom du bien public qui est, en 1830, la nécessité de fournir le maximum de travail au maximum d'ouvriers. Donc ils utilisent cet argument juridique et constitutionnel pour s'opposer à ce qui est par ailleurs présenté comme un progrès technique. Donc ils essayent de... donc ça, c'est toute une série d'arguments qui sont... Alors là, évidemment, on se moque d'eux. On se moque d'eux doublement en les transformant en cuisiniers un peu grassouillets qui ne savent pas écrire, puisque sur la bannière, il y a plein de fautes d'orthographe. Alors les ouvriers imprimeurs typographes, ils ne faisaient pas de fautes d'orthographe. C'était des lettrés, c'était l'élite du monde ouvrier, qui n'étaient pas du tout c'était pas du tout des ignares ou des. Donc les transformer en gras cuisiniers ignorants, évidemment, c'est presque une insulte. Donc il y a toute une controverse qui s'engage dans les années, dans la foulée. Alors tout ça, bon, je pourrais vous parler des heures de tous ces conflits sociaux qui vont se rejouer en fait de façon récurrente jusque dans les années 1840-1850. À une époque où justement le progrès n'est pas encore complètement identifié au progrès des machines. À une époque où l'introduction des machines, l'introduction de l'innovation technique, notamment dans le domaine de la production, suscite beaucoup de débats, et des débats qui sont très largement partagés. C'est-à-dire que c'est, par exemple, ça c'est un extrait, bon on ne va pas lire ça, on n'a pas le temps, c'est un extrait d'un des premiers grands traités d'économie politique libérale du début du 19e siècle, de l'économiste britannique David Ricardo, qui s'appelle « Des machines ». C'est un chapitre de son traité d'économie, des principes de l'économie politique et de l'impôt, un des textes fondateurs de l'économie politique libérale du début du 19e siècle. Et dans ce traité, vous avez un chapitre qui s'appelle « Des machines », qui commence par une sorte de mea culpa de Ricardo, dans lequel il explique que, notamment sous l'impact des révoltes ouvrières qui ont eu lieu en Angleterre, il dit en fait, je me suis trompé en encourageant et en soutenant l'introduction des machines, en disant dans certaines conditions, l'introduction des machines n'est pas un progrès, c'est un problème, ça crée des déséquilibres sociaux et c'est pas nécessairement positif et bénéfique. Ce que je veux dire, c'est que cette question des briseurs de machines et ces conflits sociaux autour des machines n'est pas considérée comme, n'est pas périphérique, n'est pas marginale. Ça impose la question des machines et la définition de ce qu'on appelle progrès technique à l'intérieur de la société. Et ça nécessite de justifier le progrès technique, et de le justifier, de l'expliquer. Et d'ailleurs, une grande partie de l'économie politique, de la science économique qui s'invente dans la première moitié du 19e siècle, va naître de cette nécessité de justifier le progrès technique. L'économie politique repose sur deux mamelles, le libre marché et le progrès technique, qui sont les conditions de la richesse des nations. Ce qu'on ne trouvait pas au XVIIIe siècle. Chez Adam Smith, les machines, il n'y en a pas. La richesse des nations, chez Adam Smith, qu'on présente comme le théoricien du libéralisme, c'est d'abord la division du travail et l'élargissement du commerce par le libre-échange. Mais il n'y a pas vraiment de machines, et ce n'est pas par le progrès technique, par l'innovation et par la puissance des machines qu'on permettra la richesse des nations. C'est l'économie politique du début du XIXe siècle qui va installer la question des machines et qui va faire du progrès technique en fait, la condition de la richesse des nations et la condition du progrès plus général des sociétés. Bon, on trouve la même chose chez les économistes français de l'époque, par exemple Jean-Baptiste Say. Ça va, c'est à peu près clair ce que je raconte ou j'ai eu un petit doute, hein. Je préférais m'arrêter pour m'en assurer. C'est bon? Parce que je parle vite et c'est des questions complexes, peut-être que je vais un peu vite là. Bon. Ce que je veux dire, en fait, c'est que les économistes de l'époque, les pères fondateurs de l'économie politique qui restent les classiques d'aujourd'hui, Ricardo en Angleterre, Jean-Baptiste Say en France, on consacre tous, dans leur traité d'économie politique, un chapitre sur les machines, où ils répondent aux ouvriers et où ils justifient l'utilisation des machines. Imaginez un prix Nobel d'économie aujourd'hui qui répondrait à la CGT ou à tel groupe ouvrier sur l'introduction des robots dans tel secteur d'activité. Bon, en tout cas, ces questions sont prises au sérieux. D'une part parce que l'économie politique est très fragile et n'a pas cette autorité qu'elle va conquérir au cours du XIXe siècle jusqu'à devenir la science reine du gouvernement et qui guide les politiques publiques. C'est au contraire une science peu légitime qui a besoin de s'assurer. Et d'autre part parce que ces conflits sociaux, ce n'est pas juste des conflits qui sont renvoyés à la marge, c'est des conflits qui sont au centre de la société. Et ces interrogations sur le sens du progrès technique sont largement partagées par des acteurs très divers dans le monde du travail, dans le champ intellectuel, dans différents milieux culturels. Et donc il faut justifier les machines. Par exemple, Jean-Baptiste Say, donc le grand économiste français qui va inventer l'économie politique et la science économique en France, dans son traité d'économie politique à peu près à la même époque, a également un chapitre qui s'appelle « Des machines »,
qui est un chapitre très intéressant parce qu'on trouve énoncé, dès 18... Alors, la première édition de ce traité d'économie politique qui date de 1803, il ne va pas cesser d'être réédité pendant tout le 19e siècle, et ça va être la base de l'enseignement et de l'économie politique en France. Et Jean-Baptiste Say donc, fait un chapitre sur les machines où il répond aux ouvriers. Et en fait, tout le chapitre consiste à expliquer aux ouvriers pourquoi ils ont tort de briser des machines et pourquoi les machines sont la condition du progrès, de la civilisation, de l'enrichissement collectif et des nations. Et alors, parmi les arguments, alors Jean-Baptiste Say lui-même a été confronté à des bris de machines. Notamment, il avait lui-même été un industriel qui avait des usines dans la région rouennaise. Et à Rouen, j'en ai pas parlé, mais à Rouen, le 14 juillet 1789, vous avez, sur la place publique à Rouen, vous avez un autodafé d'une machine à filer d'invention anglaise qui venait d'être introduite quelques mois avant à Rouen, qui était une place très importante pour l'industrie du coton. Et dans un contexte, là encore, de grave crise sociale et politique. Bon. Donc Jean-Baptiste Say avait vu ces révoltes ouvrières et s'inquiétait beaucoup de ce que le début de cette mécanisation du travail qui annonce le capitalisme industriel qui repose sur les innovations et la puissance des innovations pour produire en masse, en série, en accroissant la productivité du travail, craint que ces actions ouvrières freinent ce progrès, ou bloquent ce progrès, ou deviennent un frein au progrès. Donc il essaye de le justifier. C'est notamment dans ce contexte qu'il invente la fameuse théorie du déversement. La théorie du déversement. C'est ce que c'est la théorie du déversement? Pour dire pourquoi il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de problèmes sociaux au progrès technique. C'est très simple. Si vous introduisez une machine dans un nouveau secteur d'activité, certes, ça va peut-être provoquer quelques problèmes conjoncturels ou temporaires pour les ouvriers dont le travail va disparaître, ou va être pris, ou va être transformé très profondément. Mais au fond, ce n'est pas un problème, parce que les ouvriers, en introduisant des machines, on augmente la richesse collective. En diminuant les coûts de production, on permet d'élargir le marché, on augmente le nombre de marchandises qui sont produites, et in fine, la quantité de richesse produite l'a emporté. Et donc les ouvriers qui ont perdu leur travail dans un secteur seront déversés, d'où la théorie du déversement, du secteur où il y a des emplois qui sont en crise ou qui disparaissent, vers un autre secteur où de nouveaux emplois seront créés grâce à cet enrichissement collectif permis par les gains de productivité de ces nouvelles machines. Donc le progrès technique crée certes des déséquilibres, des dysfonctionnements sociaux, mais qui sont passagers. Donc ce que Jean-Baptiste Say dit dès 1803, ce qu'il faut, c'est que l'État accompagne en mettant en place des politiques de formation professionnelle et des politiques d'assistance sociale pour aider à la phase de transition de ceux qui seront victimes de cette conjoncture de crise. Donc là, on trouve la théorie du déversement qui décorrèle, qui répond aux ouvriers et qui décorrèle toute idée de crise, qui nie l'idée que le progrès technique crée des crises sociales. Et cette théorie du déversement, en fait, ça a toujours été le même argument à toute vague de transformation technologique et d'organisation technique du travail. D'une manière, j'y vais un peu à mes gros sabots et à la hache, là. Mais en gros, aujourd'hui, quand il y a des controverses sur l'IA ou la robotique ou telle autre innovation révolutionnaire actuelle, vous avez toujours un économiste qui va vous sortir la théorie du déversement en vous disant « mais non, c'est juste, il faut adapter le marché du travail, permettre un peu de formation professionnelle, et à long terme, la société dans son ensemble en bénéficiera ». Et là, vous avez toujours l'argument de dire « ah bah oui, mais à long terme, on sera tous morts ». Et donc c'est la question de la transition qui est centrale dans ces affaires. Donc cette question, on voit comment en fait ces débats et la façon de poser les termes du débat et de répondre à ces débats, en fait, se met en place, se structure. Oui, en fait, j'avais la citation là. Se met en place vraiment au tout début du XIXe siècle, en réponse à ces conflits sociaux, à ces désordres sociaux. Donc là, vous avez un extrait de Jean-Baptiste Say qui parle des tondeurs de draps. Les tondeurs de draps à la main n'ont besoin que d'une paire de grands ciseaux appelés force, tandis que la tondeuse est au moyen de la machine à tondre des draps. Donc, il prend l'exemple des tondeurs que j'évoquais, comme finalement, certes, ils vont perdre conjoncturellement de leur position, mais les tondeurs de draps, ils trouveront du travail dans d'autres activités parce que le marché du travail sera élargi par la richesse commune qui sera créée. Alors, ce qui est intéressant, comme le temps file vite, je vais essayer quand même d'avancer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'au gros, au milieu du 19e siècle, ce que j'appelle la question des machines, c'est-à-dire la question des machines, c'est le grand débat de la première moitié du 19e siècle. C'est-à-dire, est-ce que l'introduction des machines, c'est-à-dire est-ce que le progrès technique et la puissance croissante des forces productives est un progrès en fait? C'est-à-dire, est-ce que
l'évolution technique et la puissance croissante des machines est au fond un progrès social. C'est ça, cette question que posent les ouvriers, c'est cette question que posent ces conflits sociaux. Et la question n'est pas complètement réglée dans la première moitié du 19e siècle. Et cette opinion, cette théorie du déversement et cette opinion des économistes, en fait, elle n'est pas universellement partagée, elle est très contestée et elle fait débat. Je pense qu'au milieu du 19e siècle, cette question va être refermée. C'est-à-dire que ça ne va plus faire débat. Et le progrès technique, et ces débats qui étaient posés au début du 19e siècle, finalement, vont être refermés. Et l'idée que l'introduction d'une machine est toujours bénéfique, au fond, va s'imposer. Et elle va s'imposer... J'essaie de formuler ça simplement. Elle va s'imposer par ce que j'appellerais un nouveau cadrage modernisateur qui va de plus en plus identifier le progrès au progrès, à l'introduction des machines et au progrès des machines et à la puissance nouvelle des machines. Et cette idée, c'est ce que j'appelle l'invention du progrès technique, c'est-à-dire l'idée que le progrès technique est nécessairement aussi un progrès social, que le progrès technique est le moteur de tous les autres progrès, et que le progrès technique devient le moteur de cette vision, de ce régime d'historicité progressiste qui imagine que l'avenir sera meilleur que le passé. Tout ça étant articulé à l'innovation et à la puissance des techniques, cette idée, elle implique que la technique devienne ce qu'on appellerait neutre. Et c'est à cette époque-là qu'apparaît l'idée de neutralité de la technique. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas la technique le problème, ce n'est pas les machines, c'est la question de leurs usages sociaux. Et ça, c'est ça le cadrage modernisateur progressiste qui se met en place au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à discuter du progrès technique, il n'y a qu'à discuter des usages, des conditions institutionnelles dans lesquelles se déploie le progrès technique. Et ça, ce qui me paraît important, c'est que cette idée-là, dans laquelle on est toujours aujourd'hui, en fait, et qui, je pense, caractérise fondamentalement nos débats contemporains, c'est qu'il n'y a pas de progrès technique, il y a juste des inadaptations des sociétés à ce progrès technique qui est lui-même inéluctable, inarrêtable, nécessaire et inscrit dans une sorte de processus qui n'est pas lui-même questionnable. Ce qui est discutable, c'est les conditions sociales dans lesquelles se déploie ce progrès technique. La robotique, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est une robotique éthique et socialement domestiquée par les bonnes institutions, la bonne fiscalité, les bonnes réglementations. Et c'est à peu près ça dans tous les controverses techniques sur telle ou telle innovation contemporaine. En fait, ce cadrage modernisateur qui installe cette nouvelle confiance dans le progrès technique, vraiment, c'est assez récent. En fait, c'est au milieu du 19e siècle. Et ça va être porté notamment par toutes les grandes idéologies modernes qui émergent au milieu du 19e siècle. Alors, pour le dire vraiment en résumant à grands traits, je dirais que le socialisme, le libéralisme et le républicanisme classique vont tous dépolitiser la question des machines. Cette question des machines, qui était une question centrale dans l'espace public de la première moitié du XIXe siècle, va sortir de l'arène du débat, de l'espace du débat. Et à partir des années 1850-60, il n'y a plus vraiment de débat sur le progrès technique. Le progrès technique est une sorte de mouvement nécessaire. Par contre, il y a plein d'autres débats. Alors, je sens bien que je ne suis pas clair là. Non, je ne suis pas clair, je le sens. Qu'est-ce que je voulais vous... Alors, voilà, je vais quand même essayer d'être clair. Donc, en gros, les républicains en 1848. Les républicains en 1848, alors 1848, révolution majeure, suffrage universel, abolition de l'esclavage, mise en place de la Deuxième République, qui va être un moment fondamental dans la démocratisation des institutions politiques. Les républicains qui arrivent au pouvoir en 48 sont confrontés à ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe en 48 ? Vous avez encore des bris de machines dans toute une série de villes textiles, les imprimeurs gueulent encore, vous avez le gouvernement provisoire républicain reçoit plein de pétitions d'ouvriers demandant l'interdiction des machines. Vous avez même des ouvriers alsaciens, une pétition de 300 ouvriers alsaciens qui demandent à ce qu'on mette en place une délibération à l'échelle européenne pour discuter de la pertinence d'introduire telle ou telle machine. En répondant aux économistes, parce que l'argument des économistes, c'est de dire on ne peut pas réguler l'utilisation des machines, parce que si vous régulez l'utilisation des machines dans tel pays, les autres pays l'utiliseront, et donc vous n'avez pas le choix de toute façon de ne pas les utiliser, parce qu'il y aura une distorsion de concurrence et vous vous ferez bouffer si vous ne les utilisez pas. Ça, c'est l'argument de Say et des économistes classiques qui disent de toute façon, on ne peut pas discuter du progrès technique, parce que le progrès technique est la force historique qui porte le progrès des sociétés, et de toute façon, si vous ne le faites pas, d'autres le feront, et comme il faut le libre-échange et le libéralisme, et de toute façon, voilà, donc on ne peut pas réguler. Et donc les ouvriers disent d'accord,
et alors ça c'est très intéressant, hein, dès 1848, vous avez des débats, des discussions sur la nécessité de mettre en place des régulations à l'échelle européenne. D'accord ? S'il y a une concurrence entre pays européens, on va mettre en place une sorte d'institution qui délibérera sur l'utilisation des machines et leur pertinence en fonction de leur impact social. En 1948, c'est encore une période de grave crise économique, hein, où une partie de la main-d'œuvre est au chômage, où il y a des révoltes populaires un peu partout. Et donc, évidemment, la question des machines ressurgit dans l'espace public comme une source d'accroissement de cette misère. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'il est vraiment pertinent d'introduire ces nouvelles machines qui vont encore accentuer la misère, même si c'est que conjoncturel ? Et donc, peut-on réguler ? Peut-on arbitrer sur les choix techniques ? Si le progrès technique et le progrès est une sorte de force inéluctable, une locomotive qu'on ne peut pas arrêter, dans ce cas-là, il n'y a pas à réguler. Et donc, alors il y a plein de pétitions de ce type-là qui demandent telle interdiction. Il y a même une pétition qui demande que les machines, la machine, c'est quand même une belle réalisation. Ça témoigne de l'ingéniosité humaine, des savoir-faire, mais ce n'est pas parce qu'une machine, elle est bien foutue, efficace et belle qu'elle doit être employée. Il y a une différence entre les deux. On peut célébrer la capacité créative de celui qui a inventé tel ou tel équipement, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit l'employer, la diffuser dans tous les espaces sociaux. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit pertinente dans les usages. Et donc, il y en a même qui disent on pourrait les mettre dans les musées en attendant que la crise s'arrête. Par exemple, le musée des arts et métiers, il y avait des propositions disant les belles machines comme ça, notamment les nouvelles machines à tisser à filet automatique, on va les mettre dans les musées. Comme ça, on pourra aller les observer, les étudier, et puis si éventuellement elles deviennent utiles ou la conjoncture est favorable, on pourra les utiliser. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'on doit les utiliser. Vous imaginez. Donc les républicains sont confrontés à ce genre de discours en 1848. Et donc, face à ces revendications, face à ces violences ou à ces revendications plus pacifiques, invitant à une forme de régulation du progrès technique, c'est-à-dire interrogeant l'idée que tout progrès technique est nécessairement un progrès social, il va y avoir 3 réponses en gros. Vraiment, là encore, à l'âge. Les républicains vont dire, mais non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le problème de la démocratie politique. Si vous donnez le droit de vote à tout le monde, tous les intérêts sociaux seront représentés au Parlement, et il n'y aura plus de problème technique, il n'y aura plus de problème des machines. Donc la réponse des républicains en 1948, c'est de dire, on a conquis le suffrage universel, élisez des députés républicains, vos intérêts seront représentés à l'Assemblée, et donc il n'y aura plus de problème de machines, parce que les intérêts de la classe ouvrière seront pris en compte dans l'arène politique. Et s'il y avait des effets néfastes des machines, et si le progrès technique avait des conséquences sociales négatives, c'était uniquement parce qu'on était dans un régime monarchique, autoritaire, féodalo-industriel, comme on disait dans les années 1840. Et donc ce qu'il faut là, c'est réformer la démocratie politique et les institutions politiques. L'argument des libéraux, il est autre. L'argument des libéraux, c'est de dire mais il ne faut pas réguler, il ne faut pas intervenir, on ne va pas interdire les machines, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est faire confiance dans le marché. La réponse des libéraux, c'est qu'il n'y a pas de problème des machines, il n'y a qu'un problème de marché. C'est parce que le marché n'est pas assez pur et parfait que tous les bénéfices sociaux des machines ne sont pas obtenus. Si vous créez un marché libre et parfait, les machines permettront d'être utilisées de la façon la plus optimale possible et donc permettront d'accroître la richesse de la façon maximale au bénéfice de tous. Et puis la troisième réponse, c'est les socialistes. Les socialistes, qu'est-ce que c'est les socialistes ? Le mot socialiste apparaît dans les années 1830. Les socialistes, c'est des républicains radicaux qui considèrent que changer les institutions politiques, ça ne suffira pas à résoudre les problèmes sociaux. Ce qu'il faut, c'est changer les conditions sociales elles-mêmes, en mettant en cause la propriété privée, en renversant les dominations sociales. Donc les années 1830-40, c'est l'âge d'or des socialistes multiples et variés donc c'est l'invention du communisme. Marx écrit le manifeste du Parti communiste en 1948, mais lui-même est l'héritier de toute une série de mouvements socialistes. Et les socialistes, la réponse des socialistes, c'est de dire non, mais les républicains, vous êtes gentils, ça ne suffira pas de réformer, de donner le droit de vote à tout le monde, ce n'est pas ça qui renversera les dominations et les inégalités sociales. Et ils ne croient pas évidemment à l'argument des libéraux et du libre marché. Ils dénoncent l'individualisme forcené qui accentue au contraire les inégalités et l'exploitation. Les socialistes disent ce qu'il faut, c'est collectiviser les moyens de production, renforcer le rôle de l'État ou créer des coopératives, selon les différentes nuances. Donc il n'y a pas de problème des machines, il y a juste un problème de propriété des machines. Si les ouvriers deviennent propriétaires des machines, si les machines sont propriété commune dans un cadre communiste, il n'y a plus de problème des machines. Donc c'est une autre réponse à ces plaintes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 3 réponses, ces 3 solutions, ces 3 réponses à la question des machines ont comme point commun de faire disparaître la question des machines elles-mêmes et de faire disparaître la question du progrès technique lui-même, qui devient une sorte d'impensé ou une sorte de processus neutre, inéluctable. Ce qu'il faut, c'est
mettre en place des règles institutionnelles, des formes d'organisation de la propriété de ces équipements techniques. Mais le progrès technique lui-même devient un élément non questionné, non interrogé, une sorte de boîte noire. Et c'est ça le progrès technique et la confiance croissante dans le progrès technique. Alors, et ça se met en place, ce cadrage modernisateur. Et bon, je crois, pour le dire un peu rapidement, qu'en fait, on est toujours dans cette espèce d'imaginaire-là. Or, le problème de cet imaginaire-là, c'est qu'il empêche de voir que la technique, elle n'est pas neutre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les techniques, c'est toujours certains choix. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de manières de faire les choses. Or, la technique elle-même, dans son dispositif, dans son agencement, dans son organisation, détermine certaines formes d'organisation de la société, certaines manières d'organiser les rapports entre la nature et les sociétés, certaines manières d'organiser les flux de matière et les flux d'énergie qui structurent le système économique. Donc, mais cette question-là, elle est un peu mise de côté, elle disparaît. La technique est confiée aux purs spécialistes de la technique. C'est l'époque où les ingénieurs, les spécialistes de la technique s'installent aussi, deviennent ceux qui peuvent parler de la question des techniques. Dans le champ politique, il n'y a plus de question des techniques, il y a juste une question de réforme des institutions démocratiques et de réforme des institutions sociales. Mais ça a comme effet indirect d'enraciner cette idée de progrès technique qui lui-même n'est pas questionné, et de faire de cette question du progrès technique une sorte de boîte noire. Alors, bon, donc ça c'est un progrès. Alors tout ça évidemment, ça ne va pas de soi, mais ça rend invisible un autre phénomène. Ça rend invisible le fait que qu'est-ce que ça veut dire progrès technique. En fait, quand on parle de progrès technique, et quand on parle aujourd'hui toute n'importe quelle innovation mise sur le marché, plus ou moins absurde ou pas, est présentée comme du progrès technique. Le progrès technique devient un discours commercial, en fait, un discours marketing pour installer dans les imaginaires et sur le marché des nouveaux équipements. Mais progrès technique, de quoi c'est-à-dire un progrès, ça dépend par rapport à quoi on se positionne. Progrès pour faire quoi? Progrès pour qui? C'est-à-dire toute innovation technique, en fait, pour réaliser une tâche, il y a toujours plusieurs manières de faire. Par exemple, pour se déplacer, il y a toujours plusieurs systèmes techniques qui sont disponibles. On n'est pas pour ou contre le progrès technique, ça ne veut rien dire. Parce que si on est contre tel équipement, telle innovation technique, telle machine, ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès technique en général. Ça veut dire qu'en général, on est pour un autre système, une autre manière de faire, un autre agencement, un autre équipement, qui a des effets sociaux, qui a des effets écologiques différents. Et c'est ça le problème, c'est que cet imaginaire du progrès technique identifie la technique à une sorte de locomotive qui avancerait, une sorte de mouvement inéluctable qui enferme en fait la pluralité des possibles. Et ce cadrage modernisateur empêche de penser cette pluralité des possibles en excluant la technique elle-même de toute forme de discussion et de débat. Or, par exemple, les débats sur le progrès technique, c'est des débats en fait, qui ne cessent de se prolonger. Par exemple, je donnerai juste cet exemple. Après même la mise en place de ce cadrage modernisateur, de plus en plus, le progrès technique va être identifié en fait, au progrès des machines fossiles, c'est-à-dire des machines qui sont liées à l'utilisation du charbon, qui apparaît de plus en plus comme l'avenir. C'est-à-dire que le progrès technique est de plus en plus identifié à la puissance rendue possible par l'utilisation des énergies fossiles. Donc, le symbole est la machine à vapeur, et la locomotive à vapeur, qui devient dans les imaginaires aussi le symbole de ce progrès technique. D'ailleurs, même la métaphore du progrès qui ne s'arrête pas, on n'arrête pas le progrès, cette formule qui est très intéressante, c'est directement une expression, dont je vais y revenir rapidement. Vous me laissez 10 minutes de rab. L'imaginaire, l'idée qu'on n'arrête pas le progrès, cette idée aurait été totalement absurde avant 1848. Ça n'avait pas de sens. Or, cette idée va s'installer comme une sorte d'évidence après 1850-60. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'arrête pas le progrès? Ça veut dire concrètement qu'il y a une sorte de voie, de mouvement linéaire, inéluctable, qu'on ne peut pas arrêter. Et tout ça est associé au chemin de fer. Essayez de vous mettre devant une locomotive à vapeur lancée à toute vitesse sur les rails, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et la locomotive à vapeur, d'ailleurs, devient le symbole du progrès qu'on ne peut pas arrêter, et en même temps, c'est l'équivalent de l'IA aujourd'hui. C'est la manifestation la plus visible de la puissance, de l'ingéniosité, de l'innovation qui doit transformer le monde, machin, machin. Dans les années 1850-60, par exemple, cette innovation technique symbolique qui symbolise le progrès, l'industrie nouvelle, etc., fait énormément de débats.
Il y a énormément de débats sociaux sur l'arrivée du chemin de fer qui ont été un peu oubliés, notamment parce que faut pas oublier que quand le chemin de fer arrive dans les années 1840, c'est l'époque où on a investi des sommes considérables dans les chemins d'eau, les canaux, les voies fluviales. Il y a tout un milieu professionnel extrêmement important de mariniers qui travaillent pour le transport des marchandises, donc qui voient avec un mauvais œil l'arrivée du chemin de fer. Par ailleurs, le chemin de fer soulève toute une série de problèmes redoutables parce qu'il consomme énormément de charbon. La quantité de charbon qui est absorbée dans les années 50-60 par le fonctionnement du réseau ferroviaire. Hein. Le chemin de fer se met en place entre 1842 et 1870. 1842, c'est la grande loi ferroviaire qui fait que l'État décide d'installer le réseau ferroviaire en prenant en charge, à sa charge, l'installation des infrastructures. Donc c'est des compagnies privées qui feront fonctionner les locomotives sur le réseau, mais c'est l'État qui financera les tunnels, les ponts, les viaducs qui sont nécessaires et que des compagnies privées ne pouvaient pas de toute façon financer. Bon, donc 42, c'est le début vraiment du réseau ferroviaire qui devient le symbole du progrès technique en acte, en permettant de coupler la machine à vapeur, les progrès de la métallurgie, etc., pour faire fonctionner ce système technique qui est le premier grand macro-système technique à l'échelle quasiment européenne. Vers 1870, vous avez déjà 17 000, 18 000 km de voies ferrées en France, et l'ensemble des grands axes ferroviaires sont en gros en place et se mettent en place entre 1850 et 1870, sous le Second Empire. Mais très rapidement, on s'interroge sur est-ce que c'est vraiment une bonne solution, notamment lorsqu'on commence à discuter de la mise en place d'un réseau secondaire de chemin de fer pour les petites lignes pour relier les chefs-lieux de canton dans les campagnes. En fait, il y a une sorte de vertige qui saisit un certain nombre d'ingénieurs parce que la quantité de charbon qui est absorbée est vertigineuse. Surtout que les locomotives à vapeur, à l'époque, ont des rendements assez mauvais, et donc il faut énormément de charbon pour faire fonctionner le système ferroviaire. Et il faut aussi énormément de bois pour construire les traverses, et il faut aussi énormément de métaux pour fabriquer les voies. À une époque où, en France, on n'a pas de charbon, le problème de la déforestation est à son apogée, il n'y a que 10-15% de la surface du pays qui est en forêt. Et la consommation de bois rien que du chemin de fer est considérable. Et en plus, à l'époque, il faut changer régulièrement les voies parce que ça s'use, ça se pourrit. On n'avait pas toutes les techniques permettant de maintenir sur la durée tout ça. Bon. Et donc, il y a plein d'inventeurs, d'ingénieurs qui disent, en fait, très bien d'avoir mis en place les chemins de fer, mais en fait, ce n'est pas nécessairement un progrès, il faut faire attention. Et vous avez, par exemple, ce genre d'invention, donc un autre progrès, alors ça s'appelle le chemin de fer, le système hypromique, alors que j'aime particulièrement, enfin c'est pour rigoler, parce que c'est un ingénieur qui s'appelle Dorso qui invente dans les années 1860, il dit, ce qu'il invente, il appelle ça le salut des chemins de fer et des voyageurs par le système hypromique, nouveau mode de traction sur rail applicable au 4e réseau. C'est-à-dire qu'il dit, pour le 4e réseau, c'est-à-dire pour toutes les petites lignes secondaires, plutôt que de mettre en place un complexe réseau de chemin de fer fondé sur les énergies fossiles, n'oubliez pas qu'en 1860, il n'y a pas de charbon en France. C'est-à-dire que les compagnies du Nord-Pas-de-Calais commencent tout juste à se développer. Et donc, tout au long de l'histoire de France, il faut importer la moitié du charbon consommé en France. Donc il y a un problème de manque de charbon. On est dépendant de l'Angleterre pour faire fonctionner le chemin de fer. Et donc il dit, bon, il faut économiser le charbon, qui est une ressource précieuse, et on ne va pas le dépenser pour créer un réseau de chemin de fer hyper puissant pour faire des systèmes de transport locaux. Donc en fait, le grand développement des années 1850, c'est le transport hippomobile, qui n'est pas du tout considéré comme un truc archaïque, qui n'est pas considéré comme un truc archaïque, qui ne serait pas un progrès. Le transport hippomobile, c'est un progrès. Les premières lignes de bus, le transport collectif à Paris, c'est des transports collectifs hippomobiles. À Paris, il y avait 30 000 chevaux en 1820, il y en a 80 000 en 1880. Les premières lignes de transport collectif, elles sont hippomobiles. Et lui, il imagine par exemple, donc il invente une locomotive avec un tapis roulant. Il y a une fascination pour le tapis roulant à l'époque, où il y a 2 chevaux qui marchent à l'intérieur et qui font avancer les locomotives sur ce qu'ils appellent le réseau secondaire, qui doit être installé le long des routes pour relier les chefs-lieux de canton dans les campagnes, pour créer un système de transport local qui permettrait de ne pas être dépendant du charbon. Et qui utilise une série d'arguments environnementaux pour dire qu'il faut économiser le charbon et les ressources fossiles. Par exemple, l'épuisement rapide de tout le charbon de terre européen, ce qui s'oppose non seulement à l'augmentation du réseau ferreux actuel, mais à le généraliser. Et il évoque même la grande catastrophe humaine qui ne manquera pas d'arriver si l'on continue à surcharger de gaz factices notre atmosphère.
hein, avec l'idée que le fait de renvoyer trop de gaz carbonique en brûlant du charbon risquait de déséquilibrer l'atmosphère et le climat du globe. Alors, à une époque, on n'avait pas les outils de mesure pour théoriser le changement climatique, mais c'était un argument qui revenait de façon récurrente. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Alors, donc cette idée du progrès, cet imaginaire du progrès nouveau qui s'installe, qui devient un progrès fatal, inéluctable. En fait, il n'est pas du tout là. C'est pas du tout quelque chose qui est universellement partagé. C'est quelque chose qui ne cesse d'être contesté. Je vais juste revenir rapidement, pour terminer, sur quelques auteurs qui ont contesté ce nouveau cadrage modernisateur, cette nouvelle confiance dans le progrès technique, cette idée que le progrès technique était inéluctable, ne pouvait pas être discuté, et qu'il devenait un peu, en quelque sorte, le symbole même de ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire ce nouveau régime d'historicité, hein, ce mouvement ascendant inéluctable vers l'amélioration des conditions d'existence, qui est désormais identifié en fait à la puissance des machines et à la puissance des techniques. Charles Fourier, évidemment, dans les années 1830, au moment où le mot progrès commence à circuler de plus en plus, à être de plus en plus employé à tout va, Fourier dit un truc assez juste. Hein. Charles Fourier, vous savez, l'un des fondateurs du premier mouvement socialiste. Vous connaissez Charles Fourier ? Le fondateur du mouvement phalanstérien, sociétaire, tout ça, bon, qui va donner naissance au mouvement dit fouriériste dans les années 1830-40. Et Fourier écrivait dans les années 30, hein, n'y aurait-il pas quelques ruses cachées sous ce jargon de progrès ? Il faut savoir classer les caractères et phases de chaque période sociale pour discerner en quel détail elle progresse ou rétrograde. À défaut de cette connaissance, tous les verbiages de progrès ne sont que charlatanisme et souvent grossière ignorance. Qu'est-ce qu'il dénonce en fait ? Il dénonce le progrès devenu idéologie. C'est-à-dire que le progrès, c'est juste de quel point de vue, quels sont les critères d'évaluation qu'on élabore et qu'on décide pour juger de telle ou telle réalisation peut être considérée comme un progrès ou pas. Il y a un texte que j'adore d'un ouvrier ébéniste qui s'appelait Lenoir, qui publie un article en 1840 dans une revue qui s'appelait La Ruche populaire, qui était une revue rédigée et publiée par des ouvriers, des poètes ouvriers à Paris au début des années 40, et qui écrit un article qui s'appelle « Ce qui est ou ce qui n'est pas progrès ». On est vraiment en 1840, c'est le moment où le mot progrès commence à devenir un terme, notamment dans le discours politique et dans le discours économique, une sorte de terme utilisé à tout va, dans tous les sens, pour imposer une certaine conception du temps et une certaine représentation de l'avenir. Et Lenoir discute tout ça, et il discute notamment ces mots nouveaux, ces mots qui sont généralement d'un bel effet, mais qui l'expriment est tellement vague, hein, ce qu'ils expriment est tellement vague, si peu défini, et chaque part ou chaque école a des idées si différentes et même contradictoires, qu'il serait bon de s'entendre sur la valeur et le sens de quelques-uns afin de ne pas trop divaguer. Et il prend notamment donc la notion de progrès. Et il dit, il est incontestable que sous le rapport des procédés, sous le rapport mécanique, nos moyens sont supérieurs à ce qu'ils étaient autrefois, et conséquemment les produits plus nombreux. Mais ces résultats seuls ne sont point un progrès dans la production, car ils sont contrebalancés par la mauvaise qualité des produits que chacun s'applique à altérer de plus en plus, entraîné par la double nécessité de soutenir la concurrence et de voir se renouveler souvent l'écoulement des produits. Il dénonce l'obsolescence programmée et il dénonce le fait que ce qui est présenté comme progrès, et le fait que le progrès, en fait, c'est une idéologie, c'est un mot publicitaire qui sert à installer dans les sociétés certains choix techniques, certains objets, pour des objectifs essentiellement économiques. Le progrès, ça sert à ouvrir des marchés pour diffuser de la marchandise. Là où il faut s'intéresser sur l'utilité sociale et la pertinence de ces équipements, de ces objets qu'on regroupe sous l'appellation de progrès. Bon, je voulais terminer sur le fait que dans ce contexte-là, ces débats qui sont très vifs au milieu du XIXe siècle, hein, donc la question de progrès est discutée, est interrogée, on essaie de comprendre les contours de ce mot, toutes ces questions vont être un peu refermées. Par exemple, et c'est surtout après 1880 en fait, que l'idiome du progrès, que le langage du progrès s'installe vraiment et cesse d'être questionné, devient une sorte d'évidence naturelle. Par exemple, l'expression, alors le mot progrès, on le trouve partout, tout le temps, qui sert à tout apparaît 1880. Vous avez plein de journaux qui s'appellent Le Progrès, dans la presse régionale, vous avez Le Progrès de Lyon, là c'est un numéro du Progrès illustré, qui est le supplément illustré du Progrès de Lyon. Le Progrès de Lyon organise lui-même une course qui s'appelle la course du Progrès, qui est une course de vélo, puis qui sera une course de voiture au moment de l'arrivée de l'automobile pour mettre en concurrence les différents modèles.
Et vous avez un peu partout, dans tous les départements, des journaux qui s'appellent, à Dijon, vous avez le Progrès de la Côte d'Or. Le mot progrès devient un terme qui s'empare des imaginaires, mais qui est rarement défini. C'est-à-dire la question que posait Fourier et que posait Lenoir dans les années 40, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on met derrière cette notion ? Quel référent on met derrière ce qu'on appelle progrès ? Là, il devient, et c'est à ce moment-là que le progrès devient une forme d'idéologie, c'est-à-dire d'évidence non questionnée, de langage immédiat non interrogé, et à une époque où le progrès est de plus en plus identifié, et reste identifié au progrès des techniques. Par exemple, l'expression « on n'arrête pas le progrès », c'est une expression très intéressante, qui n'est jamais employée avant 1870-1880. Donc cette idée, l'expression « on n'arrête pas le progrès », c'est vraiment l'aboutissement de cette conception fataliste du progrès. Comme si le progrès était une sorte de locomotive, de choses indiscutables qui avançaient, qu'on ne pouvait pas réguler, qu'on ne pouvait pas négocier, qu'on ne pouvait pas interroger. Voilà, il suffisait juste de ne pas rater le train du progrès. Donc toutes ces métaphores, là, le progrès, donc voilà, c'est un truc qui passe. Et si vous ne le prenez pas, vous êtes largué. Et par contre, vous ne pouvez pas vous mettre devant pour essayer de l'enrayer ou le faire bifurquer vers une autre voie. Hein, il avance tout droit. Et cette vision, qui, quand on y réfléchit 2 minutes, elle n'a aucun sens. Cette vision, en fait, elle s'installe à un moment. Alors, je me suis amusé à essayer de pister quand apparaît l'expression « on n'arrête pas le progrès », dans quel contexte elle est employée. Alors, la première fois où on la trouve un peu, c'est en 48, mais dans un sens tout à fait différent, notamment au moment de la Révolution de 48, lorsque les conservateurs commencent à vouloir renverser la République, les républicains disent « on n'arrête pas le progrès ». Et là, le progrès, c'est la démocratie, les conquêtes démocratiques, le suffrage universel, et ils disent, en gros, on ne pourra pas revenir en arrière dans les conquêtes démocratiques. Hein, au moment où Napoléon Bonaparte est élu président et où les conservateurs vont revenir sur le suffrage universel. En 1850, on fait voter une loi qui exclut du suffrage universel tous les ouvriers, les pauvres, qui votaient un peu trop pour les républicains les plus radicaux et socialistes. Et ça va préparer le terrain au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et à la restauration du Second Empire. Donc là, en 1948, vous avez une affiche, par exemple, de l'Association démocratique des Amis de la Constitution. C'est une des premières occurrences que j'ai trouvées dans mes quêtes de l'utilisation de cette idée qu'on n'arrête pas le progrès, et dans un sens tout à fait différent, évidemment, de celui que Macron utilise quand il dit qu'on ne peut pas contester ou discuter la 5G ou la robotique ou telle innovation numérique contemporaine. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que du fait, on l'a arrêté le progrès, puisque la République de 48 a été renversée par un coup d'État et que les républicains ont été réprimés et ont été obligés de partir en exil. Bon. Mais surtout, cette expression, donc sous le Second Empire, évidemment, l'expression disparaît, puisque tout le monde a bien constaté que le progrès avait été arrêté et qu'on était rentré dans un régime autoritaire. Mais apparaît 1880, l'expression « on n'arrête pas le progrès » en fait, va pas cesser de circuler dans toute une série de milieux, et notamment dans les revues de l'Automobile Club de France. C'est-à-dire que c'est dans la presse populaire et dans les revues de l'Automobile Club de France, l'expression « on n'arrête pas le progrès » en fait, est étroitement liée à l'arrivée de l'automobile. Dans les années 1890, vous avez les premières voitures sans chevaux et les premières voitures à moteur à explosion qui commencent à être commercialisées, c'est-à-dire des voitures à pétrole. Et les voitures à pétrole sont de plus en plus présentées comme le progrès et l'avenir de la mobilité et du transport. Or, les voitures à pétrole suscitent énormément de débats. Tout le monde se demande à quoi ça sert. Ça coûte très cher, les routes ne sont pas adaptées, ça pollue, ça écrase les poules dans les routes. Il y a même des révoltes de paysans lors de l'arrivée des voitures. Il y a plein de maires qui prennent des interdictions des voitures. La voiture, dans les années 90, apparaît comme une sorte de loisir de luxe ou d'aristocrate désœuvré qui a comme plaisir principal d'aller écraser les piétons. Donc il y a vraiment une interrogation. Et il faut installer la voiture. Hein. Évidemment, aujourd'hui, la voiture... Mais la voiture, il a fallu l'installer, et avant 1914, c'était pas simple. Hein. Beaucoup pensaient d'ailleurs que la voiture à pétrole, c'était pas une solution d'avenir, que la vraie solution, c'était la voiture électrique pour les petits déplacements en ville, et que de toute façon, pour les déplacements de longue distance dans les zones rurales, il y avait le chemin de fer et les animaux, et ça suffisait très largement. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de pétrole à l'époque, donc on ne voyait pas comment on allait approvisionner le réseau. Et donc, il a fallu installer la voiture. Et ce qui est fascinant, c'est que la voiture a été portée très tôt par un milieu de lobbyistes passionnés par l'automobile, hein, dans les milieux sportifs, chez les aventuriers, dans la bourgeoisie qui va se prendre de passion pour la voiture dans les années 90, qui va créer des clubs, des automobiles clubs un peu dans toutes les villes pour installer l'automobile. Et c'est dans cette littérature-là qu'on n'arrête pas le progrès. Et qu'en fait, quand on dit on n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'on n'arrête pas l'installation de la voiture fossile et de l'automobile dans les années 1890-1900, parce que l'automobile devient le symbole du progrès.
Et quand on dit on n'arrête pas le progrès avant 1914, c'est souvent pour faire référence à l'automobile. Et l'expression, on la trouve essentiellement pour l'automobile. Et c'est une manière de l'installer. Alors que, évidemment, l'automobile, aujourd'hui, ça nous paraît comme inéluctable. On n'imagine pas que le monde puisse être autrement qu'avec des automobiles. Mais avant 1914, ça n'allait pas du tout de soi. Et il y avait plein d'autres modes de mobilité, plein d'autres modalités d'un progrès du transport qui étaient envisagés par les transports fluviaux, la marine, la navigation, l'amélioration des routes pour le transport hippomobile, le chemin de fer qui devait permettre de relier les villes entre elles. Et de toute façon, personne n'imaginait qu'on puisse rouler avec du pétrole sur de très longues distances. Bon. Donc, et on n'arrête pas le progrès, ça a été une manière de naturaliser l'automobile comme s'inscrivant dans la continuité des autres révolutions technologiques du XIXe siècle, et comme une manière aussi de refermer les débats, de faire taire les opposants, de résorber toute forme d'opposition. Et donc, par exemple, là, vous avez un article du journal de 1902, qui est un des 4 grands quotidiens populaires de la Troisième République, à propos de mouvements d'opposition, notamment des automobiles qui font beaucoup de poussière. Il y a plein de problèmes avec les automobiles. On ne pouvait pourtant pas proscrire des automobiles, parce que certaines communes demandaient l'interdiction des automobiles. On n'arrête pas le progrès en marche. Mais peut-être pouvait-on essayer d'en corriger les inconvénients. Et donc, par exemple, c'est le moment où on va dire, en fait, évidemment, ce qu'il faut, c'est transformer les infrastructures pour rendre possible l'automobile. Et maintenant, c'est l'arrivée du bitume. C'est l'arrivée des revêtements nouveaux de la route, puisque installer l'automobile, c'est pas seulement permettre l'utilisation d'un objet. Installer l'automobile, c'est aussi modifier toutes les infrastructures. C'est-à-dire la forme des routes, la manière, parce évidemment, les voitures nécessitent certaines conditions de route, certaines conditions techniques des infrastructures routières particulières. Et donc, ce qu'il faut, c'est installer ou adapter le monde à l'arrivée de l'automobile, puisque l'automobile est le symbole du progrès et qu'on ne va quand même pas l'arrêter. Et c'est assez intéressant parce que là, à partir de ce moment-là, évidemment, le progrès a été ramené à sa portion congrue, en quelque sorte. C'est-à-dire que le progrès devient l'installation de l'automobile pour le plus grand nombre. Et donc, évidemment, l'idée de progrès telle qu'elle existait au XVIIIe siècle chez Condorcet, comme le progrès de la civilisation, l'amélioration des savoirs, la paix entre les peuples, est ramenée à cet objet technique qui devient le symbole et l'incarnation du progrès comme une forme de grand processus de dépérissement quand même de l'idée de progrès, qui elle-même est une manifestation que le progrès, évidemment, peut devenir un régret. J'aime beaucoup ce mot de régret, qui n'a pas eu la même postérité que celui de progrès, que Élisée Reclus, le grand géographe anarchiste, définissait comme ça en 1905, dans L'Homme et la Terre, qui est un de ses grands traités. Il disait « Toute modification, si importante qu'elle soit, s'accomplit par adjonction au progrès de regret ». Donc il pointe l'ambivalence profonde de cette notion de progrès, et il dit que face au progrès, il faut penser le regret. C'est-à-dire que chaque transformation des équipements techniques, des systèmes techniques, produit certes des progrès, par exemple en termes de vitesse de déplacement ou pour réaliser telle ou telle chose, mais il produit aussi des regrets. Et en fait, les deux vont toujours ensemble. On peut pas. Et évidemment, les promoteurs de telle innovation vont insister que sur les progrès, parce que le progrès devient un argument marketing pour ouvrir des marchés, créer du désir et installer des nouvelles marchandises dans les sociétés, en dissimulant le regret. Évidemment, le regret, on le cache, on ne le montre pas, puisqu'il pourrait freiner le processus. Mais tout progrès a des regrets. C'est fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le progrès technique est nécessairement toujours un processus ambivalent. C'est-à-dire qu'un progrès technique déplace des flux de matière, a des effets sociaux, a des impacts culturels, inéluctablement. Et il faut être capable d'arbitrer entre ce qu'on considère comme étant utile, pertinent, valable, et ce qui a comme conséquence négatif en termes d'accroissement de pollution, en termes de conséquences sociales négatives. Et ce qu'il faut, c'est penser cette ambivalence, en réalité, du progrès. Et donc, au XXe siècle, on a été travaillé par une sorte de, par une sorte de paradoxe où ce débat qui naît au XIXe siècle, et donc j'ai essayé de retracer bien trop longuement les caractéristiques. En fait, ce débat ne cesse de ressurgir. L'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de la réactivation d'une querelle quasiment tous les 30 ans, de façon assez régulière, entre un imaginaire modernisateur qui porte l'expansion du capitalisme industriel, puisque le progrès, à partir de la fin du XIXe siècle, devient en fait l'outil discursif et le langage du capitalisme industriel pour installer
des marchandises et pour accélérer le renouvellement des marchandises et le désir d'achat de nouvelles marchandises qui sont présentées comme des progrès. Ça, le progrès a été ramené à un pur argument publicitaire en réalité. Et donc, on alterne en permanence entre des moments d'affirmation d'une sorte de consensus progressiste, de confiance dans le progrès, des moments de crise, les années 1930 par exemple, il y a plein de débats sur le progrès, George Orwell dans les années 30 qui dénonce le progrès comme une sorte d'illusion bourgeoise, machin. Il y a des moments de relance, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est un moment d'euphorie du progrès où le mot est mis à toutes les sauces. Donc là, c'est pour vendre notamment l'électricité, les équipements, toute une série de nouveaux équipements. Une nouvelle crise dans les années 70, faillite du progrès. Il y a même les syndicats dans les années 70 qui publient des livres du type Les dégâts du progrès, livre de la CFDT pour dénoncer les impacts des innovations techniques sur le monde du travail. Et puis, ces interrogations, ces doutes, là, très vite, des années 70, sont à nouveau mis de côté par un nouveau cadrage modernisateur, c'est les années 80-90, qui relance l'imaginaire du progrès. Alors à chaque fois, c'est porté par un nouvel ensemble d'équipements et la réinvention du langage. Dans les années 80-90, ça va être l'informatisation du monde et le numérique, qui devient le progrès technique qui doit transformer le monde. Et en plus, ce nouveau progrès technique doit résoudre les impasses et les paradoxes de l'ancien progrès technique, parce que le progrès technique des années 50-60, il était polluant, sale, lourd, capitaliste industriel. Le nouveau progrès technique doit être immatériel, léger, en réseau. Et donc, il y a une réactivation de l'imaginaire du progrès, couplée en plus à la mondialisation néolibérale de la fin du XXe siècle. Tout ça s'effondre à nouveau au début du XXIe siècle, puisque changement climatique, on se rend compte que le numérique, l'informatisation du monde, en fait, c'est pas si matériel et horizontal que ça. En fait, c'est des grosses usines à l'ancienne, une explosion des flux de matière, des pollutions, des consommations énergétiques un peu de tous les côtés. Et on est dans ce moment d'incertitude où il y a à la fois une relance de cet imaginaire un peu bas du front du progrès, qu'on trouve assez nettement dans les discours politiques. Il y a même des partis politiques qui s'intitulent le Parti du progrès. Il y a tout un imaginaire de l'innovation, de la Startup Nation qui sature quand même l'espace médiatique depuis les années 2000. Et puis en même temps, vous avez toute une série de controverses. C'est le paradoxe des 20 dernières années où chaque innovation présentée comme un progrès fait l'objet d'un débat, d'une controverse, voire de formes de conflictualité. Ça a été très net avec les OGM. Au début du XXIe siècle, ça a ressurgi il y a quelques années autour des compteurs intelligents qui devaient accompagner l'invention des smart cities. Vous vous souvenez, l'affaire du Linky, par exemple. Et donc, il y a cette espèce de controverse. Et au fond, l'enjeu, c'est bien de penser l'ambivalence de ce qu'on appelle le progrès technique. Donc, sortir de l'idéologie pour essayer d'ouvrir la boîte noire de ce qu'on appelle technique, sortir des seuls discours de publicité ou des seules promesses pour essayer de comprendre ce que ces innovations techniques font au monde. Et après, c'est des questions de choix démocratiques et de choix politiques. C'est-à-dire, en gros, il faut remettre la technique au centre des choix politiques et au cœur de nos débats politiques. Parce qu'en fait, la technique est fondamentalement politique. Parce que la technique, c'est quoi? Ce sont toutes ces infrastructures, tous ces équipements par lesquels on médiatise le rapport au monde et aux autres, et par lesquels on entretient une relation avec le monde. Et on entretient toujours une relation avec le monde via des techniques. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre la technique, ce qui n'a aucun sens. La question, c'est de savoir que tout choix technique est aussi un choix social, un choix politique, et un choix de rapport au monde. Que ce soit en termes de ce qu'on produit comme déchets, comme matériaux, comme flux de matière, comme flux énergétique. Vous voyez, c'est ça le paradoxe, par exemple, qui accompagne un certain nombre d'objets techniques actuels qui sont présentés comme des progrès. C'est le smartphone, qui est devenu l'incarnation du progrès technique, qui engramme en quelque sorte tous les autres progrès, qui devient l'incarnation de nouveaux rapports au monde. Mais évidemment, si on ouvre la boîte noire du smartphone et si on sort de la publicité des producteurs de smartphones, on se rend compte que c'est un objet qui pose énormément de problèmes à tous les niveaux aussi. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas d'être pour ou contre le progrès technique, c'est de comprendre que le progrès technique est une construction socio-historique qui a eu des sens assez différents, dont le sens s'est appauvri lorsqu'il a été absorbé par la publicité, le marketing et par un certain système économique, et qu'il faut finalement réouvrir cette question du progrès technique pour en faire un vrai enjeu de délibération politique et sociaux sur quel type de monde on veut, et donc quel type de choix technique on veut pour construire notre rapport au monde. Bon. Je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, je vous remercie de votre attention.